Donc on l'a vu, la maladie de Parkinson, maladie neurodégénérative, touche un grand nombre de systèmes et on a vu que dans la motricité, dans la marche, dans les fonctions intellectuelles, dans les émotions, il y avait des perturbations. Eh bien, la parole, qui est un acte moteur particulier, n'échappe pas à ces troubles. Pour produire de la parole, il faut savoir qu'on utilise 3 étages au niveau de nos organes. On utilise un étage ventilatoire, c'est la partie, je dirais, qui fournit l'énergie à la production de la parole. Et puis au milieu, il y a un larynx qui met la colonne d'air en vibration. Et puis au-dessus, les articulateurs qui permettent de produire les sons de la langue, les voyelles, les consonnes, pour faire simple. Tout cela est commandé par notre système nerveux qui est altéré dans la maladie de Parkinson par une altération des noyaux gris, et il y a différents aspects de perturbation, manque de force musculaire, mais manque de stabilité, de tonus, de précision, d'endurance, ça a été évoqué ce matin, ça retentit nécessairement sur le contrôle des organes, et ça retentit sur la parole, donc ce que l'on peut entendre. Je voudrais illustrer là, par exemple, un dysfonctionnement d'organes pris au niveau de l'étage respiratoire dans un exemple de la maladie de Parkinson. Quand nous respirons, nous avons une inspiration assez rapide et puis une expiration un petit peu plus lente. Et puis ce cycle est tout à fait régulier et se reproduit à peu près identique à lui-même. On voit en haut un patient parkinsonien, je veux dire, qui est dans une situation à peu près satisfaisante du point de vue moteur et qui a ce cycle régulier. Et puis, dans la situation du bas, il est dépourvu de ses médicaments, il est dépourvu de son stimulateur profond, et on voit tout de suite que le mouvement respiratoire régulier devient oscillant. Il ne contrôle plus tout à fait de la même façon son cycle respiratoire, et on imagine bien la conséquence que ça peut avoir si la soufflerie d'en dessous est instable sur la conséquence de la parole. Regardons une patiente et son activité respiratoire. Regardez son fonctionnement par rapport à celui qu'on peut avoir quand on respire en termes de stabilité, de position. Vous voyez bien que cette instabilité motrice... Je vais vous demander maintenant... Voilà, je vais vous demander maintenant d'inspirer, comme vous l'avez fait, mais de souffler ensuite par la bouche pour qu'on puisse voir. Allez-y. Le fonctionnement ventilateur doit être stable. Vous voyez, ce mouvement surajouté, on le comprend bien, sera un élément qui perturbera tout ce qui arrivera au-dessus, à savoir le dysfonctionnement laryngé et puis dans les articulateurs, et donc ce que nous entendrons. Alors, de la même façon, il y a des perturbations au niveau du larynx, au niveau des articulateurs. On ne peut bien sûr pas tout détailler. Du dysfonctionnement cérébral, il y a un dysfonctionnement au niveau des organes et il y a des conséquences sur la parole. La parole est donc perturbée et ce sont les descriptions classiques de la maladie de Parkinson, qu'on va dire au départ une parole qui est plutôt monotone, qui est mono-intense, qui n'a pas beaucoup de variations, qui perturbe ensuite le rythme de déroulement de la parole, qui va donner des troubles de l'articulation qui fait que la parole peut devenir incompréhensible, que la voix va paraître un peu soufflée plus que d'habitude parce que les cordes vocales vont être un peu plus béantes. Et voilà un exemple de patiente avec une forme assez légère. Le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Caux. Comme elle possédait devant l'habitation un étroit jardin, elle cultivait quelques légumes. Or, une nuit, on vola une douzaine d'oignons. Peut-être un petit trouble prosodique, une voix un petit peu couverte, mais pas énormément d'altération en première approximation. Je vous pose quelques petites questions. Oui. Vous avez mis combien de temps pour venir là? J'ai mis 1 heure. 1 heure. Bon. Plus un quart d'heure, plus un petit arrêt au Catena. On arrive comme j'étais en avance. D'accord. Bon. Pour conduire, vous n'avez aucune difficulté? Aucune difficulté. Bon. Sauf
peut arriver qu'il y ait une tendance au sommeil. Oui. Si on peut conduire pendant 1 heure et demie, pas de problème. Si je dois... Vous voyez manifestement la grosse différence d'intensité par rapport à l'orthophoniste qui l'interroge, d'où la nécessité de tendre l'oreille de temps en temps et peut-être des passages que l'on n'a pas parfaitement compris. Je vous pose quelques petits... Un souci, donc on va passer ce patient plus sévère, on en verra un autre. Donc il y a des conséquences sur la production de la parole, mais on en a parlé aussi ce matin, ce n'est pas qu'un acte moteur, il y a des troubles proprioceptifs chez le parkinsonien. Au départ, cette voix produite est faible, avec une réduction de l'amplitude des mouvements, voix produite faible, mais une proprioception altérée. Cette proprioception accepte comme normale une voix qui pourtant est faible, et donc ça ne l'incite pas à corriger le trouble, et on est dans un cercle vicieux. Alors voilà l'illustration d'une proprioception et d'une perception trop faible de sa parole, avec un défaut d'intégration sensorimotrice. Est-ce que vous pourriez me dire, par exemple, nous sommes à Rospordin. Nous sommes à Rospordin? Oui, mais je voudrais que vous me le disiez fort. Nous sommes à Rospordin? Oui. C'est très fort, hein? Oh, je peux faire plus fort. Nous sommes à Rospordin? Vous pouvez faire encore plus fort? Oui, oui, oui. Allez-y. Nous sommes à Rospordin? Encore plus fort. Nous sommes à Rospordin? D'accord. Ah, là, on commence à vous entendre. Oui. Alors vous voyez un peu cette difficulté, on lui demande de produire de plus en plus fort, il produit, et encore plus fort, oui, encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort. Parce que ce n'est pas qu'un acte moteur que l'on pourrait corriger, comme nous le ferions, plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Non, non, il y a la notion que c'était suffisant. Ce sera un élément à modifier par la rééducation nécessairement, c'est tout le travail que l'on va appeler de recalibrage. Bien sûr, ce trouble de la parole, s'il est encore plus sévère, va altérer la communication par la lenteur, par l'effort qu'il demande, avec une perte de qualité de vie, voire d'exclusion. Et puis, on vous l'a dit ce matin, les effets des traitements que j'appelle usuels, et j'inclus la chirurgie là-dedans, ont peu d'efficacité quand en plus ils n'aggravent pas les patients. D'où l'intérêt d'utiliser d'autres stratégies, peut-être dans un avenir pas très proche, le développement d'autres molécules qui agissent sur d'autres neuromédiateurs, mais en tout cas, le rôle de la rééducation. Et le rôle de la rééducation, on peut dire que sur les 20 dernières années, on a eu des preuves d'efficacité et tout à fait enthousiasmant maintenant, on commence à comprendre le pourquoi ça marche. Alors, il y a eu longtemps, on a considéré que les troubles de la parole, la dysarthrite et un acte moteur particulier inaccessibles à la rééducation. Il y a un certain nombre de travaux qui ont montré des programmes efficaces, mais dans la maladie de Parkinson, celui qui est le plus documenté, c'est pas le seul, c'est la méthode développée par une équipe américaine, dit LSVT, pour Lee Silverman, nom de la première patiente qui a été traitée voice treatment. Alors, le principe est extrêmement simple, c'est très comportemental. On a une cible unique de travail, c'est le parler fort, parler fort. On ne se pose pas d'autres questions. On voit que ces patients ont parfois en doubletage des difficultés. Là, il n'y a qu'une seule consigne. Il y a une énergie intense qui doit être fournie au cours de la séance. Et puis, c'est un programme intensif, c'est-à-dire relativement répétitif, qui doit améliorer la perception sensorimotrice. On a vu un type de perturbation sensorimotrice, il faut l'améliorer. Et puis, il y a une notion importante, c'est la notion de feedback et de quantification des performances. Comment se passe ce type de programme? Et je vous incite à aller à l'atelier demain matin qui détaillera les aspects pratiques de la LSVT, mais schématiquement, pour vous montrer l'aspect ramassé dans le temps et intensif, c'est 4 séances d'1 heure par semaine, et ceci pendant 4 semaines. Donc en gros, c'est limité dans le temps, c'est intense, et le reste du temps,
pendant cette période, le patient doit travailler chez lui. C'est-à-dire qu'en gros, il doit travailler 2 fois par jour. S'il est en séance, il travaille l'autre demi-journée. S'il n'a pas de séance ce jour-là, il fait ses 2 mini-séances chez lui, avec des tâches progressivement de transfert pour ne pas que l'amélioration reste dans le cabinet du thérapeute. De quoi sont constituées ces séances? Eh bien, je dirais que comme un musicien, il y a une partie qu'on répète tous les jours qui vont à peu près correspondre aux gammes, tenir des A forts, etc., les faire varier en hauteur, vers le haut, vers le bas, et puis des phrases que le patient a choisies et qu'il répétera plusieurs fois chaque séance, ce qu'on appellera les phrases fonctionnelles. C'est en gros, je vous dis, les gammes, c'est ce qui permet d'accrocher le système, de réaméliorer les troubles proprioceptifs sensorimoteurs. Et puis, pour travailler le transfert, eh bien, il y a à côté de ce travail très répétitif, un travail progressif, hiérarchique, qui complexifie de plus en plus les tâches au cours des 4 semaines de rééducation. Alors, la question de l'efficacité, elle a été montrée par de nombreuses publications dans de bonnes revues scientifiques, et on a évoqué plusieurs fois aujourd'hui la Cochrane Library, qui est un organisme qui contrôle la qualité des essais et des preuves scientifiques, et la Cochrane Library admet les méthodes orthophoniques comme efficaces dans la maladie de Parkinson. C'est, en termes de dysarthrie, la seule situation, puisque dans les autres traumatismes crâniens, accidents vasculaires, la Cochrane dit non, nous n'avons pas de preuves, peut-être que ça marche, mais pour l'instant, nous n'avons pas de preuves. Pour le Parkinson, la Cochrane dit oui, on a des preuves tout à fait tangibles et suffisantes. Alors je ne vous présente pas ces résultats, mais je vais vous présenter le résultat sur un patient ou 2. Ah. Bon, alors on en était... Écoutez cette grande hypophonie. Musicien militaire. Retentissement sur l'intelligibilité est majeur. Vous pétiez le feu. Quand je parle fort, ça ne va pas trop à l'intérieur. Mais fois, ça fait pire. Je vous écoute. La lecture favorise en général. Deux femmes vivaient une petite maison à Valais-Vert, où nous nous en Normandie, au sud du pays de Caux. Comme elle possédait de l'habitation et un jardin, elle cultivait quelques légumes. Or, une nuit, on voilà une douzaine d'oignons. Des coraux s'aperçut du harcin qui trouve une jeune qui est habillée en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On a volé Madame le Vert. Donc, on volait dans le pays, puis on pouvait revenir. Et donc 2 semaines de rééducation. Quel jour sommes-nous? Le mardi 5 avril 2005. 2005, d'accord. Bien, on en est où de notre rééducation là? Vous pouvez me dire? On en est où? À quel... à peu près... On attaque la 3e semaine. On attaque la 3e semaine. Bon. Dommage. Et vous trouvez que ça vous a fait du bien? Ça vous fait du bien? Oui, ça me fait beaucoup. Bon. Vous pensez à parler fort? Oui. Tout le temps? Oui. Il y a des fois où c'est pas assez fort, hein? Je vous le dis, non? Des fois, je vous dis, là, j'entends plus. C'est vrai. On voit qu'il est obligé de... Il ne se calibre pas de façon automatique, il est obligé de contrôler encore. Infidélité. Nos pas se sont croisés un jour déjà lointain. J'essaie de vous en passer un deuxième.